Vous êtes sur les ailes du Québec. Attachez vos ceintures. On décolle! Mesdames et messieurs, bonjour. Mon nom est André Allard et je vous souhaite la bienvenue à ce 14e épisode des ailes du Québec. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les transporteurs à rabais, les low cost, ULCC et le Canada. Quel est le marché potentiel pour ces gens-là ou ces entreprises-là? Mais avant de commencer avec le sujet du jour, allons-y avec le rappel du jour, qui est de vous abonner à notre chaîne YouTube ici en bas si vous ne l'avez déjà pas déjà fait. Pour ceux et celles qui l'ont déjà fait, je vous remercie beaucoup, c'est très apprécié. Également, si vous aimez l'épisode, vous cliquez j'aime sur l'épisode avec un gros point vers le haut, un gros pouce vers le haut, pardon. Ça nous aide dans le référencement aussi sur YouTube à améliorer voici sur le référencement, donc la diffusion de ce podcast. Alors, encore une fois, je vous le répète, je ne vous demande pas la charité, simplement de cliquer j'aime généreusement. Alors, allons-y avec le sujet du jour qui est les transporteurs à rabais au Canada, puis la situation, puis le potentiel de ce type de compagnie aérienne-là. Parce que cette semaine, on a eu l'annonce du lancement officiel de Lynx, qui est un transporteur à rabais basé à Calgary. Et en fait, Lynx, c'est Enerjet, donc l'ancienne compagnie Enerjet, qui était spécialisée dans les transports aériens vers le nord de l'Alberta pour les compagnies énergétiques. En fait, le nord de l'Alberta, Manitoba, Saskatchewan, pour les sables bitumineux, entre autres. Donc, Energet, c'était le noyau, le cœur de leurs affaires. Maintenant, ça a évolué. Ils ont déjà commandé 3 737 MAX qui vont rentrer en service l'an prochain. Donc, ça, c'était le déclencheur du sujet d'aujourd'hui, c'est ce qui m'a incité à en parler. Et à cela, s'est rajouté samedi la compagnie Jetlines. Et pour les gens qui sont habitués qui ne sont pas habitués avec l'industrie du transport aérien au Québec, Jetlines est en vie depuis 2013, tente de lancer un transporteur à bas prix. Depuis 2013, c'est la 3e véritable tentative auquel on assiste en ce moment. On ne sait pas si ça va être la bonne, mais quand même, Jetlines, ça s'est rajouté alors que je faisais des recherches justement sur le sujet d'aujourd'hui. Donc, j'ai trouvé ça un peu cocasse. Et en fait, je vais vous avouer une chose. OK? Quand j'ai commencé mes recherches, puis quand j'ai décidé que ce serait le sujet du jour, les transporteurs à rabais et le Canada, mon intention, c'était de dire, il n'y a pas de place pour les transporteurs au rabais, c'est impossible de rentabiliser un transporteur au rabais au Canada. Puis finalement, j'étais en train de changer mon fusil d'épaule au fur et à mesure que j'ai fait mes recherches. Fait que je vais vous expliquer comment un petit peu j'ai fonctionné comme démarche et je vous mets à l'écran le tableau suivant que vous voyez. Donc, c'est la population des 10 plus grandes villes aux États-Unis, en Europe et au Canada. OK? Là, petite précision pour les gens. Les données statistiques que j'ai pour les États-Unis et l'Europe datent un peu. Ça date dans certains cas de 2017. Alors que celles du Canada, ce sont celles de Statistique Canada qui datent de 2020. Donc, celles de Statistique Canada en ce moment sont les plus à jour et les plus précises. Les deux autres sont moins précises et moins à jour, mais remarquez que quand même qu'on arrive à une différence dans le bas de la ligne, dans le total, là, j'ai fait le total des 10 plus grandes villes de chacune des colonnes, et quand même qu'on arriverait avec une différence de 2-3 millions là, au total en bas, c'est pas tellement important pour ce qu'on veut faire, parce que dans le fond, ce que je voulais établir, c'était le ratio de grandes villes au Canada versus les autres pays. Puis déjà, comme on constate, quand on va dans les 5 plus grandes villes, on s'aperçoit rapidement que on est encore à 8 millions du côté des États-Unis, 5 millions d'habitants du côté de
Saint-Pétersbourg en Europe, alors qu'ici, on est à 1,4 million. Et là, ici, ce ne sont pas la population des municipalités, mais bien des agglomérations urbaines ou ce qu'on appelle communément en statistique les régions métropolitaines de recensement. C'est-à-dire que c'est dans ces zones-là, une région métropolitaine de recensement, c'est une zone dans laquelle les gens font leurs déplacements presque entièrement dans la zone. Très vaste majorité des gens travaillent et se déplacent et résident dans cette zone-là, dans une région métropolitaine de recensement. Donc, si vous travaillez à Montréal, que vous résidez à Laval, ou dans les Basses-Laurentides, ou en Montérégie, et que vous vous déplacez de la Montérégie vers Montréal pour travailler et revenir dormir chez vous le soir, ben, vous êtes dans une région métropolitaine de recensement. Et c'est l'exemple à donner. Alors, on constate qu'aux États-Unis, les 10 plus grandes villes totalisent 102 millions d'habitants. Évidemment, New York et Los Angeles, on est dans un petit peu dans la stratosphère en termes de taille. Après ça, en Europe, on a Londres, Moscou, Paris également, on est à 14, 12, 10 millions, donc c'est quand même des grands centres urbains. Le Canada, c'est facile, hein? On a 3 grands centres urbains qui sont Montréal, Toronto et Vancouver. Alors, on a 6, 4 et 4,5 millions d'habitants dans ces grandes régions-là. Et après ça, au Canada, ça décline rapidement. La donnée qui ne figure pas sur ce tableau-là, mais qui est importante à considérer, c'est qu'en Europe, il y a 52 agglomérations urbaines, 2 millions d'habitants et plus. Exemple simple à donner, Bordeaux et Nice, qui sont à quoi? 1 million 100 000 habitants. Donc, ce sont des agglomérations urbaines quand même assez importantes. Aux États-Unis aussi, on est près du 50 agglomérations urbaines. Je n'ai pas le décompte précis, mais on est dans la cinquantaine aussi aux États-Unis. Et ça, c'est important à prendre en considération quand on veut regarder le volume, combien de transporteurs aériens à rabais on peut avoir dans une région donnée. Ben, le nombre d'agglomérations urbaines, de 1 million d'habitants et plus, c'est important à considérer parce que c'est à peu près le niveau. 1 million d'habitants dans une agglomération urbaine, là, c'est ce qui permet de maintenir à peu près à niveau une liaison régulière entre deux villes, ou je devrais dire agglomération urbaine, pour ne pas me répéter. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'au Canada, dans les 10 premières villes, je m'attendais, moi, à ce qu'on soit à 10% des États-Unis ou 10% de l'Europe, puis finalement, on est quand même raisonnablement pas si loin que ça. Et ça démontre, ce 23 500 000 habitants là, des 10 plus grandes agglomérations urbaines au Canada, démontre quand même un certain potentiel pour les transporteurs à rabais. Et là, je dis, ouais, ben OK, les distances franchissables. Au Canada, le pays est le plus grand, puis les distances franchissables sont les plus grandes. Curieusement, Montréal, Vancouver, on parle en chiffres arrondis de 2000 milles nautiques. New York, Los Angeles, par exemple, ou Miami, New York, Miami, Los Angeles, qui sont des villes très distantes l'une de l'autre, on est à 2100 milles nautiques, ou 2200 même, et en Europe, si je prends l'exemple de Paris-Moscou, ou Barcelone, pas Paris-Moscou, mais Paris-Saint-Pétersbourg, ou Barcelone-Saint-Pétersbourg, ben écoutez, on est à 2100, 2200 aussi, milles nautiques de distance. Donc, curieusement, toutes ces régions-là ont une population qui n'est pas extrêmement répartie sur le territoire. Donc, le 23 500 000 de population pour le Canada, là, c'est pas extraordinairement... C'est même moins distancé que les grands centres, que les grands noyaux urbains européens. Donc, ça devient... Ça m'a... à un moment donné, là, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment cliqué que, finalement, il y a un potentiel pour les compagnies aériennes à rabais. En ce moment, on a 3 projets bien identifiés. Un qui est en opération, qui est Swoop. On a également Flair, qui a lancé ses opérations. On a Lynx,
qui a annoncé ses couleurs ou son intention de débuter l'année prochaine. Eux, les avions sont achetés et tout. Écoute, ils sont remisés, là, ils ont été remisés pendant la crise du MAX. Ils sont chez Boeing, puis il s'agit de refaire la peinture essentiellement, puis de remettre les avions en état de service parce qu'ils sont remisés depuis le début de la crise du MAX. Mais essentiellement, Lynx va démarrer. Il reste Jetlines, qui a toujours pas d'avion, qui a des ententes, mais vous savez, les ententes, c'est pas très compromettant, mais il y a Jetlines. Ça fait quatre compagnies au rabais qui s'en viennent là, dans les prochaines années. Ça fait par contre beaucoup de monde pour le Canada. Et quelles sont en fait les routes où, si vous voulez, en fait, avant de parler de route, on va reprendre les grandes lignes de ce que c'est un transporteur à bas prix ou à très bas prix. Alors, le transporteur à bas prix, la première caractéristique qu'ils font, habituellement, ils n'ont qu'un seul type d'avion dans la flotte, OK? Pour éviter d'avoir des certificats de type différents, des formations différentes, pour garder les coûts de formation à leur strict minimum. Ça, c'est une première des particularités. Les transporteurs à rabais ne vendent pas de billets réseau, c'est-à-dire qu'ils vendent du billet de point à point. Alors, que ce soit n'importe quel de 4 transporteurs à rabais mentionnés plus tôt, si vous décidez de faire Montréal-Vancouver et qu'il n'y a pas de vol direct au moment où vous voulez y aller, soit parce que la date n'est pas bonne ou les heures ne sont pas bonnes, s'il n'y a pas de vol direct, vous allez devoir prendre un billet Montréal-Toronto, puis un deuxième billet Toronto-Vancouver. Ça peut paraître banal, mais c'est très important parce que, par exemple, chez Air Canada, quand vous achetez un billet Montréal-Vancouver, et si la journée ou le moment où vous voulez aller voyager, il n'y a pas de vol direct entre Montréal et Vancouver, ben, on va vous vendre un itinéraire, on va vous vendre un billet départ Montréal, destination finale Vancouver, avec un escale ou un changement d'avion à Toronto. Si le vol d'Air Canada de Montréal vers Toronto est en retard, ben à ce moment-là, ça devient la responsabilité d'Air Canada de vous replacer sur le prochain vol vers Vancouver ou de vous trouver une solution alternative. Dans le cas des transporteurs à rabais, ben, si il y a un retard entre le vol Montréal-Toronto et que vous manquez le vol vers Vancouver, ben, vous venez de perdre votre billet pour Vancouver parce que c'est votre responsabilité de prévoir un temps suffisamment d'escale suffisamment long pour passer d'un vol à l'autre puis prévoir les retards. Ça devient votre responsabilité et ça permet évidemment aux compagnies aériennes d'éviter beaucoup de tracasseries de frais de remboursement. Ça, c'est une partie de manière de réduire les frais. Donc, soyez prudent quand vous voyagez avec un transporteur à rabais, prévoyez ça, parce qu'on ne vous vend pas un billet Montréal. Dans certains cas, on ne vous vendra pas un billet entre le point de départ et le point d'arrivée. On va vous vendre 2 billets bien séparés, qui sont 2 produits bien séparés. Puis si vous n'êtes pas capable de prendre le deuxième vol, c'est votre responsabilité à ce moment-là. Donc, il y a ça. Évidemment, on a recours beaucoup à Internet pour vendre des billets. On ne fait à peu près pas affaire avec des agences de voyage quand on est un transporteur à rabais parce qu'on ne veut pas verser de commission aux agences de voyage. On a une meilleure utilisation habituellement des avions chez un transporteur à rabais. On va essayer d'avoir des temps d'escale très réduits. On veut que les gens sortent rapidement. On vise une clientèle qui voyage léger, donc il n'y a pas beaucoup de bagages. Bagages à main, pas grand-chose en soute. Ça va vite faire l'escale au sol, le retournement. Donc, on augmente et sur des vols de courte durée, genre Montréal-Toronto, Calgary-Vancouver ou Calgary-Winnipeg, on réussit à aller chercher 1 ou 2 vols de plus dans la journée parce qu'on a augmenté ou réduit les temps d'escale aux aéroports. Ensuite de ça, ben, chez les transporteurs à rabais, souvent, on n'a qu'une seule classe, il n'y a pas de classe affaires. Et on réduit au minimum l'espacement entre les bancs de manière à pouvoir rentrer plus de sièges dans un avion. Donc, plus de sièges, plus de revenus, meilleure marge bénéficiaire. Et c'est à peu près à ça que se résume. Oui, c'est vrai, j'oubliais
les services auxiliaires. Quand vous achetez un billet avec un transporteur à rabais, vous achetez le billet pour aller au point A et du point A à B. C'est pas toujours garanti que vous avez le droit à un bagage cabine. Si vous voulez avoir des bagages ensuite, il faut rajouter un extra. Si vous voulez, sur un long vol, surtout si vous voulez manger à bord, ben, vous devez payer pour ces extras-là. Si vous voulez avoir, évidemment, un pré-embarquement ou si l'enregistrement, le choix de votre siège, si vous voulez présélectionner votre siège de manière à avoir un endroit qui convient dans l'avion, ben, vous devez payer des extras. Si vous arrivez à l'aéroport le matin et que vous n'avez pas votre propre carte d'embarquement puis que vous devez en faire imprimer une, on va vous charger souvent pour la faire imprimer. Alors que chez les transporteurs plus traditionnels ou à service complet comme Air Canada et WestJet, ce n'est pas le cas. Souvent, par exemple, l'impression la carte d'embarquement est gratuite. Alors ça, c'est en gros ce qui caractérise les transporteurs à rabais. Il y a la question des salaires aussi qui vient souvent en ligne de cause. Mais ça, là-dessus, c'est un peu étrange. Oui et non. Oui, c'est vrai que les transporteurs à rabais sont en général, les salaires sont moins élevés que dans les lignes aériennes. Mais cela est en grande partie causé par le fait que quand vous commencez une nouvelle compagnie aérienne, vous n'avez pas d'employés qui ont 10-15 ans d'ancienneté et auxquels vous avez, en plus du coût de l'inflation, donné des suppléments pour lesquels vous avez amélioré le revenu parce que les gens ont gagné des compétences, ils sont plus haut dans l'organisation, etc., etc. Vous prenez les échelles salariales des compagnies aériennes, par exemple, pour les pilotes, un pilote de 5 ans d'ancienneté n'aura jamais le même salaire qu'un pilote qui vient de commencer sur le même type d'appareil pour la même fonction. Donc, c'est normal à ce moment-là que les transporteurs à rabais aient des conditions salariales moindres. Par contre, il y en a qui sont plus pingres que d'autres. On peut nommer Ryanair en Europe où vraiment, écoutez, le traitement qu'ils font de leurs employés en Europe, c'est vraiment pas exemplaire, au contraire. Et j'espère qu'on n'aura pas, que dans leur désir de réduire les coûts d'opération au Canada, les transporteurs à rabais vont éviter et de toute façon, remarquez, avec la pénurie de main-d'œuvre, je doute fort qu'ils réussissent à faire la même chose ici au Canada. L'autre chose que font souvent aussi les transporteurs à rabais, c'est d'utiliser des aéroports secondaires, qui sont des aéroports municipalisés, et ils négocient des ententes avec les municipalités qui sont propriétaires des aéroports afin de réduire les frais aéroportuaires. C'est une autre chose importante dans l'économie de coût des transporteurs à rabais, parce que les frais aéroportuaires, ça peut représenter 30% des coûts d'opération d'une compagnie aérienne. Alors, si vous réussissez à les réduire de moitié, déjà, vous avez 15% moins de frais d'opération qu'une compagnie aérienne traditionnelle sans avoir vraiment commencé à travailler. Alors, ce sont les prémices des transporteurs à rabais. Maintenant, au Canada, il y a quand même des particularités. Étant donné qu'on n'a pas beaucoup de grands centres urbains, des aéroports secondaires dans les grands centres urbains, on n'en a pas tant que ça. Là. Écoutez, si vous regardez sur le tableau, Hamilton arrive 10e comme centre urbain au Canada, puis en fait, plusieurs considèrent Hamilton comme le 2e aéroport de Toronto. Alors, théoriquement, on a Saint-Hubert dans la région de Montréal, et là arrive l'autre particularité canadienne, c'est que au Canada, nous avons une liste des aéroports désignés. Les aéroports désignés, en gros, ce sont les aéroports autorisés à percevoir des droits ou des frais. On parle ça d'un droit, là, c'est un frais en fait, pour la sécurité du transport aérien, et autorisés à faire ce contrôle de sécurité aérienne-là. Au Canada, seuls les aéroports qui sont sur la liste des aéroports désignés peuvent céduler des vols ou mettre à l'horaire des vols vers d'autres aéroports de la liste vers la liste, qui sont sur la liste. Donc, vous ne pouvez pas prendre Saint-Hubert. Théoriquement, en ce moment, vous ne pouvez pas prendre Saint-Hubert, prendre un vol à Saint-Hubert, puis aller à Toronto ou à Vancouver, tel que c'est aujourd'hui. Vous allez me dire, oui, mais Pascal le fait, ils vont à Québec, puis à Trudeau avec
à partir de Saint-Hubert, mais Pascan a obtenu une dérogation. Ils ne sont pas obligés d'être sur la liste des aéroports désignés, mais ils doivent quand même s'assurer de faire un minimum de contrôle et de suivi sur leurs passagers à Saint-Hubert. Mais c'est vraiment une exception. N'importe quel autre transporteur qui va vouloir s'installer avec des plus gros avions à Saint-Hubert va devoir s'assurer que ses passagers sont contrôlés par l'Agence canadienne de la sécurité des transports aériens. Le Canada autorise maintenant l'inscription ou l'arrivée de nouveaux aéroports sur la liste des aéroports désignés, mais à la condition que cela se fasse à coût nul pour le gouvernement canadien. Ce qui veut dire que l'aéroport doit financer elle-même le coût d'acquisition des équipements et financer les salaires de l'Association canadienne des transports aériens, de l'Association canadienne de la sécurité du transport aérien. Donc, s'assurer que ça ne coûte rien au gouvernement fédéral. Là, vous commencez avec des coûts d'acquisition de l'ordre de 2 à 3 millions pour la machinerie, puis probablement entre 1,5 million et 1 million de dollars par année en salaire la première année, au moment où vous lancez ce service-là. Donc, c'est un gros frein à l'entrée. Ça prend, souvent, ce sont les chambres de commerce de la région ou de l'aéroport, dans la région où l'aéroport se situe, qui vont décider qui vont prendre des choses en main. C'est le cas à Saint-Hubert. Les gens travaillent pour obtenir l'équipement ou le financement de l'équipement, puis éventuellement, il va y en avoir un à Saint-Hubert. Mais il reste un hic important à Saint-Hubert, c'est que il y a un privilège quand l'aéroport de Montréal a reçu la gestion des aéroports et que l'aéroport de Saint-Hubert a été cédé à Saint-Hubert. Il y a une clause de non-compétitivité qui a été accordée à Montréal-Trudeau. Il ne peut pas y avoir de vols internationaux et transfrontaliers à Saint-Hubert sans l'autorisation de Montréal-Trudeau. Et Montréal-Trudeau n'a toujours pas donné son approbation. Et Montréal-Trudeau ne semble pas intéressé à le faire maintenant, malgré ce qu'on nous dit, ce qu'on entend de temps à autre. Montréal-Trudeau refuse de donner l'autorisation à Saint-Hubert de faire des vols nord-sud, donc, ou transfrontaliers. Donc, c'est un gros empêchement. Ça, c'est l'autre problème. Mais si vous vous en tenez aux villes bien peuplées, on parle, par exemple, faire Montréal-Toronto, il y a de la place. Écoutez, il y a beaucoup de volume. Il pourrait très bien y avoir plusieurs transporteurs à rabais entre Montréal et Toronto. Toronto-Calgary, Toronto-Vancouver, Montréal-Vancouver, Montréal-Calgary, Calgary-Edmonton, Winnipeg aussi. On voit très bien se dessiner le profil pour de la place dans ces transporteurs-là. Maintenant, on ne parle pas là, de rajouter 200-300 avions sur ces routes-là. On parle d'un total de peut-être 30 à 50 appareils pour être capable de fonctionner efficacement dans ce 23 millions de population, des appareils qui vont voler régulièrement. Ce qu'on nous a annoncé, c'est, écoutez, Flair a 25 quelques max en commande, Lynx en a 46, c'est beaucoup. Swoop reçoit, WestJet renvoie ses vieux 737 NG chez Swoop au fur et à mesure qu'elle le désire, donc il n'y a pas vraiment de limite. Et dans le cas de Jetlines, on serait avec 2 pour le moment, mais on voudrait prendre de l'expansion, évidemment avec le crédit bail. Si ton bilan est positif à la fin de l'année avec du crédit bail, tout le monde va te trouver des avions. Fait que c'est ça. Alors c'est beaucoup. On parle là facilement d'une centaine d'avions qui vont s'ajouter au cours des prochaines années. Faites le calcul rapide. Mettez 180 personnes par avion, OK, en moyenne. Si vous rajoutez 100 avions, OK, donc vous rajoutez 18 000 sièges pour chaque vol. Ces 18 000 sièges, si vous leur faites faire 5 vols par jour, c'est 90 000 sièges par jour. Et là, vous multipliez pour la moyenne annuelle, on est à 9 millions de sièges, 10 millions de sièges par année
ou non, pardon, à 30 millions de sièges de plus par année, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour un marché qui est à 125-130 millions de sièges en ce moment. Donc, c'est une forte augmentation. Et c'est là où j'ai un petit peu d'hésitation et je me dis, il va y avoir... C'est pas tout le monde qui va réussir dans cette course aux transporteurs à rabais. Par contre, je m'attends à ce que l'année prochaine, ça coûte pas cher aller à Montréal, faire Montréal-Toronto ou Montréal-Calgary. Et je peux vous parier qu'il va y avoir des aubaines absolument mirabolantes l'année prochaine. Combien de temps ça va durer? Je ne le sais pas. C'est ça. Et ce qui est intéressant aussi, particularité canadienne, quand on regarde la répartition de la population canadienne, 68% de la population au Canada se trouve à l'est de la frontière ontarienne avec à l'est de la frontière ontarienne, mais tous les transporteurs à rabais qui se sont fondés au Canada au cours des dernières années sont établis dans l'ouest, donc 3 à Calgary, 1 à Vancouver, là où il n'y a que finalement 32% de la population. C'est un phénomène étrange. Je relie ça au côté entrepreneurial des gens de Calgary. Évidemment, ils ont connu des années de succès avec le pétrole, donc l'industrie pétrolière. Donc, ils ont eu beaucoup de capitaux, beaucoup de succès. Et là, les gens veulent continuer à connaître du succès ou à investir et à faire des profits, puis on se lance, entre autres choses, dans les transporteurs à rabais. Quel sera le résultat de tout ça? Je ne le sais pas, mais nous allons suivre la situation de près et j'espère qu'il y a au moins un de ceux-là qui va réussir. Et sérieusement, ça ferait peut-être aider un petit peu, ça va mettre un petit peu de pression sur les prix au Canada. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Si vous êtes rendu à la fin de cette vidéo, c'est parce que vous l'avez aimé, parce que la plupart des gens ne vont pas jusqu'à la fin des vidéos sur YouTube. Donc, si vous l'avez aimé, quand ça vous dit quelque chose, ça, OK, je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à la semaine prochaine.